Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée à la bataille de l'hydrogène bas carbone. Quelle définition précise, quel cadre pour cet hydrogène bas carbone? Quels sont les enjeux autour de cette définition? La France pousse pour que l'hydrogène bas carbone produit à partir d'électricité nucléaire soit intégré dans les objectifs d'hydrogène renouvelable de l'Union européenne. Alors pourquoi? Qu'est-ce que cela changerait? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités ici sur ce plateau. Et puis, vous allez le voir également du côté de Strasbourg depuis le Parlement européen, puisque c'est aussi là, évidemment, que c'est en train de se jouer. Donc, je suis ravi d'accueillir Christelle Verquin. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes la déléguée générale de France Hydrogène. À vos côtés, Yann Lecestre, vous êtes expert hydrogène au sein du cabinet SIA Partners. Bonjour à vous et merci d'être là. En face de vous, Damien Adam. Bonjour. Bonjour. Merci à vous. Vous êtes député Renaissance de Seine-Maritime, en pointe sur les sujets de mobilité au sens large et aussi sur l'hydrogène. Point de vue français avec vous, point de vue strasbourgeois, européen, entre Strasbourg et Bruxelles. Aujourd'hui, c'est séance strasbourgeoise pour vous. Christophe Grudler, député Renew. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour. On revient très vite avec vous. Peut-être pour poser les bases, comme c'est souvent intéressant de faire avec l'hydrogène. Là, parce qu'on parle souvent d'hydrogène sur Mobility TV, l'hydrogène bas carbone, Christelle Verquin, comment on peut déjà le définir? Et justement, pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, ce bras de fer, alors franco-allemand, même s'il y a plus de pays évidemment dans l'équation. Alors, l'hydrogène bas carbone, pour France Hydrogène, c'est de l'hydrogène qui permet de s'exonérer des énergies fossiles, qui est le combat que l'on poursuit tous aujourd'hui. Pour nous, l'hydrogène bas carbone, c'est peu importe la manière de le produire, cet hydrogène, du moment qu'il respecte un certain seuil d'émissions de CO2 associé à sa production. Ouais. Donc, on a la taxonomie, qui est un référentiel européen, on a la directive sur les énergies renouvelables qui donne un seuil. D'une manière générale, on considère que l'hydrogène bas carbone, c'est de l'hydrogène propre qui n'émet pas plus de 3,38 kg de CO2 équivalent par kilo d'hydrogène produit. Donc ça, c'est effectivement la définition que vous portez. C'est en train de se jouer à Bruxelles, au Parlement européen. Ce qu'on peut comprendre, Yann Lecestre, c'est justement qu'il y a cet enjeu sur le nucléaire, clairement, de savoir est-ce qu'on l'intègre ou pas dans cette définition, dans cette directive énergie renouvelable. Oui, tout à fait. Alors, il faut déjà rappeler que la cible des institutions européennes dans la stratégie actuelle, la stratégie Report EU, qui a été publiée l'année dernière, consiste, à l'échelle de l'Union européenne, à produire l'équivalent de 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable et à importer, en plus de cela, l'équivalent toujours de 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable. Donc, la stratégie européenne se structure principalement autour de la notion d'hydrogène renouvelable, ce qui est un peu différent de la notion d'hydrogène bas carbone que vous venez d'expliquer. C'est ça. Et une fois qu'on a dit ça, se pose la question de savoir comment on définit cet hydrogène renouvelable. Et les acteurs de la filière, les producteurs d'hydrogène, avaient été ces dernières années dans un certain flou, faute de règles claires. Eh bien, ça y est, le mois dernier, la Commission européenne a proposer un certain nombre de règles qui restent encore à approuver par les États membres et par le Parlement européen. Mais une fois que tout le processus législatif aura été amené jusqu'au bout, les producteurs d'hydrogène auront plus de visibilité et connaîtront les règles du jeu. Et ce qu'on peut retenir effectivement par rapport à la question du nucléaire, c'est que ces règles vont évoluer dans le temps et vont varier d'un pays à un autre en fonction des caractéristiques du mix électrique national et notamment du contenu carbone de l'électricité produite. Voilà, vous savez que la France a un mix électrique faiblement carboné grâce au nucléaire. Avec la présence du nucléaire, évidemment. C'est très clair expliqué comme ça. On va prendre justement la direction de Strasbourg, Christophe Grudler, député Renew. C'est vraiment ça qui est en train de se jouer, cette définition. Qu'est-ce qu'on met dans cette directive énergie renouvelable en parlant de l'hydrogène? Est-ce qu'on prend en compte ou pas le nucléaire? C'est vraiment l'enjeu du moment, ce qui vous occupe aussi, vous, une partie de vos journées. Alors, je suis rapporteur pour mon groupe Renew, la directive sur les énergies renouvelables, et vice-coordinateur de la commission de l'énergie. Donc, voilà. Ça nous occupe. C'est ça. L'hydrogène bas carbone, il faut lui trouver un statut. C'est obligatoire d'avoir un statut pour l'hydrogène bas carbone, donc produit à partir du réseau en France, hein, donc d'origine nucléaire. C'est vrai aussi que dans certains pays, l'hydrogène bas carbone, c'est
aussi ce qu'on appelle le CCUS, c'est-à-dire le craquage de la molécule de méthane avec capture du CO2 pour fabriquer de l'hydrogène qu'on appelait autrefois gris. Et comme on a capturé le CO2, ça devient du bas carbone aussi. Ouais. Des fois, il y a un peu une ambiguïté sur la définition. Et pour nous, Français, il est clair que hydrogène bas carbone, ça veut dire hydrogène d'origine nucléaire. Et le problème des communications Repower EU, par exemple, de Franz Timmermans, c'est qu'il dit qu'on va produire, on va utiliser 20 millions de tonnes d'hydrogène en 2030, mais il parle que de renouvelables. RED, c'est du renouvelable. Donc en fait, il faut toujours trouver une définition pour le bas carbone qui est un peu chassée, parce que le nucléaire, un peu dogmatique au niveau européen, et dans certains pays, on s'arrange toujours pour que le nucléaire soit exclu des textes. Et donc moi, mon travail, c'est de pouvoir le remettre dedans, puisque je suis par ailleurs président d'un intergroupe sur le nucléaire au Parlement européen. Et donc voilà, on travaille sur les renouvelables et sur le nucléaire pour trouver la meilleure organisation pour décarboner l'Europe. On a un objectif de neutralité carbone en 2050, il faut le tenir. Alors c'est valable pour le transport, c'est valable pour l'industrie, c'est valable pour tout. Et donc il faut trouver la bonne formule. Et l'hydrogène bas carbone pour nous, c'est surtout pour les transports, ce qu'on appelle les secteurs difficiles à électrifier, parce que c'est d'abord l'électrification, et c'est ensuite l'hydrogène bas carbone et renouvelable pour les objectifs dans les transports, dans l'industrie, et pour en fait compléter là où on pourra difficilement électrifier. Effectivement, transport et industrie, ce sont les secteurs où il y a des objectifs très élevés. Et donc, il y a cette logique de définition qui est très importante. Damien Adam, député Renaissance, pour le point de vue français, la majorité, le gouvernement pousse aussi en ce sens parce que pour la France, il y a une réelle logique. Bien sûr, il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, on est en train d'investir massivement au niveau énergétique en France sur tant les énergies renouvelables d'un côté que le nucléaire, avec un nouveau programme d'EPR2 de 6 centrales nucléaires supplémentaires dans les prochaines années. Et donc effectivement, si on ne peut pas les utiliser demain pour fournir de l'hydrogène à prix compétitif et effectivement sans émissions de gaz à effet de serre ou un reliquat très partiel, c'est un problématique très fort pour notre industrie, notamment, et pour effectivement les solutions de mobilité, puisqu'on devra importer de l'hydrogène qui vient d'ailleurs. Et donc, ça ne correspond pas à notre philosophie. Donc, effectivement, on se bat au niveau européen pour faire en sorte que la réglementation aille dans le sens de ce que la France défend. Et c'est d'ailleurs pour ça que la ministre de l'Énergie française, Agnès Pannier-Runacher, a mis en place une coalition des différents pays européens sur le nucléaire pour qu'effectivement cette énergie soit défendue, pour qu'on puisse l'intégrer dans ces différentes directives. Effectivement, c'est ça qu'on parle de bras de fer franco-allemand. Il y a pas mal de pays du côté de la France, quelques autres aussi qui ont moins d'intérêt dans la prise en compte du nucléaire. Donc là, c'est vraiment essayer de trouver le bon équilibre qui puisse être le plus pertinent pour chacun. Et encore une fois, pour la France, pour l'Allemagne, c'est compliqué de faire sans les deux. Il faut bien avoir à l'esprit que tous les pays européens ne vont pas produire de l'hydrogène. Et que la France a une volonté de faire de la production d'hydrogène parce que nous avons la capacité, avec nos centrales nucléaires et notre énergie grandement disponible, de pouvoir construire cette énergie hydrogène. Le modèle allemand, il est un peu hybride et il repose aussi beaucoup sur de l'importation d'hydrogène faite à partir d'énergies renouvelables qui seraient réalisées dans d'autres pays, notamment des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. Alors que nous, on a vraiment une logique un peu de circuit court sur l'hydrogène et qui nous paraît plus pertinent. C'est renouvelable, mais qui vient de très loin. Voilà, il y a aussi ce paradoxe. Et parce que ça correspond bien à l'économie allemande qui est extrêmement internationalisée et qui fait déjà appel à beaucoup de chaînes de valeur qui sont étrangères. Nous, on a la volonté de promouvoir notre industrie notamment. Moi, je suis élu de Seine-Maritime, de la vallée de la Seine, où le sujet de l'hydrogène, c'est un sujet extrêmement important pour pouvoir aider nos entreprises, notamment de la chimie, de la métallurgie et de la pétrochimie, vraiment à pouvoir arriver vers cette dimension bas carbone, puisque si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut qu'on transforme l'ensemble de notre industrie. Et par exemple, chauffer des fours très importants. Aujourd'hui, ça se fait avec des matières fossiles. Demain, ça pourrait se faire avec l'hydrogène. Il y a plein de technologies comme ça, mais je pense que France Hydrogène pourrait mieux l'expliquer que moi. Non, mais c'est vrai permet vraiment de décarboner et d'atteindre nos objectifs de neutralité. De mobilité ici sur Mobility TV, mais l'industrie, c'est évidemment majeur pour l'hydrogène. Et justement, Christelle Verquin, sur ce que ça permettrait de se dire, bon, OK, voilà, dans l'hydrogène bas carbone, dans ce qui est permis, dans ce qui est autorisé dans cette directive européenne énergie renouvelable, il y a l'hydrogène issu d'électricité produite par du nucléaire. Qu'est-ce que ça permettrait tout simplement de continuer en termes de projets, de déploiement de l'hydrogène ?
En fait, ça permettrait effectivement de répondre aux objectifs qui sont extrêmement ambitieux, qui ont été posés par la Commission européenne elle-même. Et pour ça, il faut, j'allais dire, faire feu de tout bois, c'est pas la bonne expression, mais sortir des énergies fossiles, ça veut dire utiliser tous les moyens à disposition. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Damien Adam, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de décarboner l'industrie. Et dans la mobilité, on voit aussi qu'il y a un enjeu. Le secteur des transports est très émetteur. La mobilité à hydrogène a tout à fait du sens. Il y a des cas d'usage qui ne permettent pas d'utiliser uniquement de la mobilité électrique à batterie. On voit que le gaz naturel véhicule ou même le biogaz, ça a peut-être un peu de limite. Et donc l'hydrogène propose une solution tout à fait idoine là-dessus. Et pour nous, l'objectif, c'est celui d'une filière industrielle. C'est-à-dire l'hydrogène, c'est la décarbonation, en effet, mais c'est aussi l'enjeu d'une filière industrielle française. On voit que la France a investi massivement dans des équipementiers, les 10 gigafactories qui concernent des piles, des réservoirs. Et donc beaucoup dans la mobilité, il y a eu des investissements massifs. Il s'agit aujourd'hui de permettre que les usages soient garantis, de permettre que la mobilité hydrogène se développe dans les territoires. Et Yann Le Cessre, on pourrait dire qu'on se priverait de déploiements possibles, d'options possibles pour rester sur la mobilité, le 100% batterie électrique. On voit bien que c'est aussi remis en question, que l'hydrogène, donc ça reste une voiture électrique, un véhicule électrique, mais qu'une autre option, ça nous priverait d'options possibles à pouvoir déployer à grande échelle ? Alors, effectivement, il ne faut pas mettre l'hydrogène en concurrence avec d'autres énergies. Pour atteindre les ambitions françaises et européennes de décarbonation profonde dans nos sociétés, il va falloir actionner de très nombreux leviers. Il va falloir électrifier un certain nombre d'usages, il va falloir décarboner notre consommation de gaz, de méthane, et il va falloir effectivement utiliser l'hydrogène dans des cas où d'autres solutions ne seraient pas adaptées. Et pour répondre effectivement à la question de la nature de cet hydrogène, bas carbone ou renouvelable, j'ai envie de dire, au-delà des politiques, des orientations politiques, le marché sera aussi dirigé par la volonté des consommateurs. On voit que certains consommateurs industriels notamment, mais également dans la mobilité, qui souhaitent décarboner leur process, demandent précisément aux producteurs d'hydrogène à être approvisionnés en hydrogène renouvelable. C'est aussi un élément. Ça fait partie des démarches, effectivement. Et il y a un point qui est très important, c'est que c'est vraiment un enjeu très fort de souveraineté. C'était ma question suivante, c'est parfait. Sur les énergies fossiles, aujourd'hui, on n'est évidemment pas producteur d'énergie fossile, en tout cas extracteur de ressources fossiles, donc ça vient d'ailleurs, et du coup, on ne contrôle pas les prix. Et c'est ce qui fait que ces derniers mois, par exemple, les prix des énergies fossiles et des carburants ont augmenté fortement. L'idée, en ayant la production d'hydrogène et les usages industriels et mobilité, c'est de récupérer en souveraineté, puisque on maîtriserait la production d'énergie et d'hydrogène, et du coup, on pourrait plus facilement avoir la maîtrise des coûts et du coup, du prix payé par les citoyens sur ces technologies. Et effectivement, oui, Christophe Grudler, se priver entre guillemets du nucléaire, ce serait peut-être se créer de nouvelles dépendances. Il y a cet enjeu de souveraineté, évidemment, qu'a évoqué Damien Adam, avec donc, une souveraineté européenne et puis à l'intérieur une souveraineté française, une souveraineté allemande. Il y a cet enjeu-là. Bien sûr, bien sûr. Il y a un double objectif autour de l'hydrogène. Il y a tout d'abord participer à l'objectif de décarbonation du Green Deal, et la deuxième, c'est l'autonomie stratégique énergétique de l'Union européenne. Avant la crise, on dépendait à 65% des importations d'énergie dans l'Union européenne. Avec cette mutation autour de l'hydrogène, on doit arriver à une production domestique qui monte avec les produits de nos industriels, avec les infrastructures, avec tout, et pas s'en remettre exclusivement à l'importation. Et c'est le débat qu'on a d'ailleurs avec nos amis allemands, qui eux croient beaucoup à l'importation, sont en train de faire des contrats, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud. Ça peut aussi intéresser quelques grands groupes gaziers qui pourrait remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène, mais c'est d'abord notre industrie domestique qu'il faut pouvoir pousser. Et les Allemands continuent un petit peu à se battre là contre, malgré les accords récents. Vous savez que Scholz, le chancelier allemand, a dit finalement qu'il voulait un peu baisser pavillon sur le combat contre l'hydrogène d'origine nucléaire et qu'il utiliserait même lui-même de l'hydrogène nucléaire produit par la France. Et qu'il y a des co-entreprises, d'ailleurs, franco-allemandes, qui travaillent sur les questions d'hydrogène. Mais bon, le combat a semblé un peu se calmer et maintenant, on a en fait des recours en objection déposés contre les deux actes délégués qui permettaient de fixer l'intensité carbone, les critères sur les RFNBO, donc l'hydrogène et ses dérivés. Donc on a une objection des Allemands qui attaquent les décisions de la Commission
devant le Parlement européen. Et donc, dans les prochaines semaines, on va évidemment se bagarrer pour que ces objections ne fonctionnent pas, parce que ce qui a été défini par la Commission européenne va tout à fait dans le sens qu'on veut. Il faut tenir compte de l'intensité carbone de chaque pays avant de leur fixer des objectifs de renouvelables trop forts. Et ça, visiblement, ça ne plaît pas à une partie, on va dire, plutôt politiquement de la CDU, hein, qui est actuellement montée à la manœuvre pour empêcher ces actes d'avancer. Mais ça nuit aussi à la cohésion franco-allemande qu'on était en train de créer. Donc restons mobilisés dans les prochaines semaines si on veut vraiment que l'hydrogène bas carbone ait un statut dans l'Union européenne. J'ajouterai peut-être que Hydrogène Europe, qui est un des grands acteurs du monde industriel dans l'hydrogène, est farouchement opposé aux objections à ces actes délégués. Ouais. Donc, en fait, tout le tissu industriel soutient ces actes délégués et va nous aider pour essayer de contrer l'objection. Effectivement, et c'est vrai qu'il y a côté allemand politique, il y a les mises en avant, c'est un peu les sujets classiques autour du nucléaire, ils mettent en avant la gestion des déchets, la dépendance à l'eau de refroidissement pour tout ce que cela provoque. Ça fait partie des débats un peu classiques autour du nucléaire. Christelle Verquin, on a l'impression qu'il y a cette vraie différence entre les industriels et les politiques. Alors en tout cas, sur le débat que vient de soulever Christophe Grudler, on a partager tout à fait la position de la France. On a beaucoup bataillé directement à Bruxelles avec une coalition de fédérations européennes pour promouvoir l'inclusion d'hydrogène bas carbone dans les textes européens et du coup la prise en considération effectivement de notre énergie nucléaire. Je voudrais juste peut-être ajouter un tout petit point sur le débat qui s'ouvre et les négociations sur les textes du paquet Fit for 55, on a un autre enjeu sur lequel il faut que la France soit ambitieuse, c'est le règlement sur le déploiement des infrastructures de recharge hydrogène. Oui. Ça fait partie aussi des signaux clairs qui doivent être envoyés à la filière pour que les décisions d'investissement des projets en mobilité se passent. Et là, il nous semble que la France n'est pas toujours aussi ambitieuse qu'on aurait pu le souhaiter. On voit qu'il y a des projets qui se mettent en place, Air Liquide avec Total, Engie, etc. Donc, nous, on a paramétré un déploiement optimal des infrastructures de recharge hydrogène dans une étude qu'on a menée avec la filière automobile PFA et l'IRT Système X. On propose un maillage du territoire, on va l'adapter au niveau des régions. Mais voilà, on voit bien que si la France n'est pas plus ambitieuse au niveau européen sur ce règlement, eh bien, on risque d'entraver quand même largement le déploiement de la mobilité hydrogène. Et c'est ce que vous disiez aussi, Yann Le Sez, sur ce côté, il faut rassurer, il faut éviter le flou, en tout cas pour les industriels, pour permettre d'y voir clair. Et il faut que ces règles, à nouveau, soient définies, que le cadre soit défini le plus vite possible. Ouais. Je le rappelais tout à l'heure, on veut produire en Europe 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable par an en 2030. Ouais. Donc dans 7 ans, aujourd'hui, on part d'à peu près zéro. Ouais, donc, il y a toute une filière industrielle à construire. Produire de l'hydrogène, ça n'implique pas simplement d'installer ce qu'on appelle des électrolyseurs, c'est-à-dire des usines de production d'hydrogène. Il faut aussi installer, vous l'évoquiez tout à l'heure, des usines qui vont produire les composants de la filière hydrogène. Oui. Il faut également produire les véhicules, les camions, les véhicules utilitaires, les voitures, les chariots élévateurs, etc. Il y a vraiment toute une nouvelle chaîne de valeur à installer en l'espace de quelques années. Allez-y. Juste pour donner un ordre de grandeur sur ce que ça représente, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais les 10 millions de tonnes d'hydrogène à produire en Europe, en ordre de grandeur, ça représente 550 TWh d'électricité renouvelable additionnelle. C'est phénoménal. Donc, on ne va pas y arriver, c'est ça le sens de ce qu'on défend, on ne va pas y arriver uniquement si on attend l'installation des énergies renouvelables, même si nous, on plaide pour que cela accélère. On a travaillé aussi dans le projet de loi accélération des ENR en France. On est très favorable au déploiement des ENR. Mais voilà, il va falloir beaucoup d'électricité pour produire cet hydrogène dont on a besoin. Effectivement, et donc on parlait avec vous, Damien Adam, de souveraineté. Il y a clairement aussi un enjeu, on le comprend, avec ce qui vient d'être dit, de réindustrialisation. Ça fait partie de cette chaîne de valeur qui est en train de se mettre en place. Des usines qui arrivent, tout simplement, autour de cet écosystème. Ce serait aussi, là aussi, un coup d'arrêt ?
Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement déjà il y a des industries qui doivent se décarboner, notamment la pétrochimie, et qui doivent passer par l'hydrogène pour arriver à se faire. C'est également le cas de l'industrie automobile. Effectivement, comme vous le disiez, il faut arriver à créer des piles à combustible, des moteurs électriques. Et donc, il y a des chaînes de valeur qui sont à préserver, donc une industrie à préserver par sa transition. Et il y a effectivement ensuite un nouvel écosystème à créer sur l'hydrogène. Et puis, plein d'usages peut-être qu'aujourd'hui on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, mais qui émergeront parce que la technologie sera là et sera présente. Et donc, effectivement, c'est un enjeu très fort. Parce que n'oublions pas que la France, en 30 ans, elle a perdu 2 millions d'emplois industriels et que la part de l'industrie dans le PIB est passée de 20 à 10%, alors que si on prend nos voisins assez similaires à nous, l'Allemagne et l'Italie, ils ont gardé ce socle-là industriel beaucoup plus important, ce qui les rend beaucoup plus souverains, beaucoup plus en capacité de répondre à des problématiques conjoncturelles, par exemple quand on a une grande crise comme la crise Covid, pour pouvoir répondre à des chaînes de valeur qui n'existent plus à l'étranger parce que les frontières sont fermées. Donc c'est important pour nous, au niveau économique, au niveau de l'emploi dans les territoires, de pouvoir récupérer cette souveraineté. Et effectivement, l'industrie hydrogène et tout l'écosystème qu'on est en train de créer par de l'argent public, on va dépenser dans les prochaines années plus de 10 milliards d'euros à l'échelle nationale pour faire monter cet écosystème et créer cette chaîne de valeur. Donc c'est important effectivement qu'on puisse y arriver et que le cadre européen qui va être mis en œuvre soit favorable et incitatif. Effectivement, sujet important, passionnant, qu'on va continuer à évoquer évidemment ici, comme c'est le cas très régulièrement. Un dernier mot avec vous, Christophe Grudler, les prochaines étapes pour vous, convaincre vos camarades allemands notamment de trouver une solution qui soit viable pour tous? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs textes qui sont en train d'arriver. Le Net Zero Industry Act, qui va aussi reconnaître la place du nucléaire. Il y a la banque de l'hydrogène, où il y a un an, Mme von der Leyen voulait en faire exclusivement une banque pour l'importation d'hydrogène. Ouais. On a réussi un petit peu à la faire évoluer, mais on attend avec une certaine anxiété son texte arrivé. Mais le plus important dans ce qu'on veut faire, c'est d'accélérer, en effet, d'aller vite. Parce que le secteur industriel européen a besoin de bons signaux. Et plus vite on aura adopté une réglementation, plus vite ils seront tranquillisés. Je vous rappelle quand même que la stratégie hydrogène européenne, elle a été lancée en juillet 2020, il y a bientôt 3 ans, avec l'Alliance européenne de l'hydrogène propre, et que si on ne donne pas les bons indicateurs, les investisseurs européens, ils vont préférer aller aux États-Unis, par exemple. L'IRA, le système américain de lutte contre l'inflation, est en train de jouer du violon pour attirer nos investisseurs qui vont peut-être préférer aller fabriquer des électrolyseurs, par exemple, aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Donc, on est tous d'accord qu'il faut aller vite et trouver rapidement les solutions pour que cet hydrogène puisse vraiment arriver au niveau défini en 2030. 10 millions de tonnes d'hydrogène en Europe, c'est ce qu'on consomme chaque année aujourd'hui en hydrogène gris. Oui. Donc voilà, il faut le convertir en hydrogène renouvelable ou bas carbone. C'est l'enjeu principal à mener dans les prochains mois. L'enjeu est posé. Merci à vous, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Et puis c'est évidemment un sujet, je l'ai dit, qu'on va suivre de près comme d'habitude. Et donc, à bientôt sur Mobility TV. Merci.